La dernière présentation avant une série de questions-réponses, c'est Lyselle Quiros qui va nous la faire. Lyselle est professeure d'études latino-américaines à Cergy-Pontoise, à l'université de Cergy. Pas de Cergy-Pontoise, pardon. Ils ont changé, toutes les universités ont changé de nom. Merci, pardon, je ne vais pas tourner le dos à qui que ce soit, je vais rester debout. Merci pour l'invitation de l'OVO. Merci aussi à Dali de rappeler que voilà, je suis professeur des universités, mais je ne représente pas du tout la science. En tout cas, je ne partage pas les points de vue de la science, et donc je ne suis pas la scientifique de la table, visible. Mais je vais vous parler. Alors, on m'a convoqué plutôt pour parler de colonialité, les liens de la colonialité de l'enfance. Et c'est vrai que moi, j'avais pas... Alors, en fait, tout ce que vous avez dit, et d'ailleurs, je me sens véritablement, parce que je vais entrer directement en minorité par des questions raciales, et la question de comment penser la colonialité, c'est pas une question seulement de fait colonial, nous vivons dans une société, voilà, depuis ma perspective, alors je parle depuis une perspective décoloniale, c'est-à-dire qui interroge les rapports de classe, de race et de genre, et plus largement parce que justement l'enfance va nous permettre d'associer, mais tout ce dont on parle, eh bien c'est de la colonialité pour moi, puisqu'on vit dans des sociétés qui sont pensées. Alors la colonialité, elle déborde. En fait, la question de la domination, elle est intrinsèquement lié à la colonialité. En fait, penser la domination et penser la violence, c'est penser la colonialité. Et donc, je ne fais pas du tout de séparation, et je ne viens pas, même si, je comprends, comme disent, je vais parler du fait colonial, mais je ne vais pas parler, le fait colonial, c'est ça, c'est dont on parle, pour moi, c'est le fait colonial, c'est-à-dire l'agisme, les questions de domination, de genre, et de domination, des tranches d'âge, toutes les dominations sont à penser dans un cadre, pour moi, colonial. Ça va ensemble, en tout cas, et c'est ce que j'appelle la colonialité. Alors, l'éducation, je l'ai intégrée, je dirais plus l'école, parce que contrairement à ce que, tu disais, Dali, je pense que toutes les sociétés du monde et toutes les sociétés historiquement, depuis l'époque de la préhistoire, ça m'apparaît très intéressant, parce qu'il y a beaucoup de choses à penser aussi autour de la préhistoire, et voir d'autres espèces vivantes. Elle existe, c'est-à-dire on éduque, on élève, mais on éduque. Je pense qu'il y a de l'éducation, mais elle n'est pas comme la nôtre. Elle est, une autre forme de voir les rapports sociaux en général. Alors, donc, je vais commencer peut-être par expliquer ce que j'entends par colonialité. Parce que c'est peut-être que, justement, pour que ça soit peut-être partir sur ces bases-là, et c'est peut-être pas un vocabulaire qui est pour vous fréquent et même usuel. Alors, la colonialité du pouvoir est un concept qui a été forgé par un sociologue péruvien qui s'appelle Aníbal Quijano, et qui dit qu'en fait, la domination... elle existe, en fait, cette forme de domination. Elle commence en 1492 parce que, justement, en Occident, et notamment, depuis les États-Unis, la France en fait partie, on pense la question coloniale, surtout à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, parce que c'est là que les puissances contemporaines, que ce soit les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, elles commencent à coloniser à ce moment-là, où elles se déploient dans leur colonisation à ce moment-là. Et donc, on pense que la colonisation, elle commence... on la regarde depuis d'où l'on parle. Donc ici, en l'occurrence, la France, et on se dit 18e, 17e, 18e siècle. L'Algérie, c'est 19e, 1830. Donc on pense à partir de là. Or, Quijano dit non, en fait, la colonisation, vous oubliez complètement la péninsule ibérique, qui a été la première à déjà se répartir le monde. Et donc ça commence en 1492. Et ça commence en 1492 avec la question raciale d'emblée. C'est-à-dire que les Indiens, ça n'existe pas. Il y a pas de... C'est quoi être indien ? C'est comme dire noir, ou qu'est-ce que c'est ? Ce sont des catégories construites. Il n'y a pas de gène d'ADN indien. Les Sioux des États-Unis n'ont rien à voir à les Mapuche biologiquement, mais même culturellement, en termes de langue, de cosmovision, de mode de vie. Et pourtant, on va tous les mettre ensemble.
Donc en fait, la première race qui est créée, ou les deux premières races, eh bien, ce sont les conquistadors qui vont être les Européens, les Blancs, et puis les Indiens qui sont des millions de personnes, 50 au moins, entre 50 et 100 en 1492, donc continent le plus peuplé à ce moment-là, et qui pourtant tous étaient mis dans le même sac alors qu'ils ne parlaient pas du tout les mêmes langues. C'est comme si on parlait je sais pas, d'autres peuples aujourd'hui africains et qu'on les mettait tous ensemble en disant bon voilà, c'est une race, enfin c'est un groupe racial d'abord. Donc il dit la race est assurément et surtout pour lui l'instrument de domination le plus efficace inventé, parce que c'est vrai, et c'est ça aussi la caractéristique de la domination coloniale, c'est que cette domination, elle passe par la catégorisation, mais des catégorisations qui sont complètement artificielles. On est bien d'accord, la race n'existe pas biologiquement, mais qui sont faciles à déterminer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je puisse me sentir en minorité par rapport à vous, parce qu'on le voit. Enfin, on n'a pas besoin de faire des tests ou d'écrire ou de compter. Enfin, voilà, on sait où on se place, et c'est ça la colonialité, c'est-à-dire de rapidement pouvoir déterminer. Et ça fait écho donc à toutes les questions de l'enfance, parce que c'est rapide aussi, c'est-à-dire immédiatement. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Et justement, quand on est un peu en doute, c'est à ce moment-là qu'on va faire des choix et dire que peut-être un mineur qui arrive, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, toutes les politiques migratoires, de déterminer, de dire bon, à partir alors de quel moment, enfin non, toi tu n'as pas l'air d'être mineur, donc tu vas passer, demander à l'OFPRA, tu passes chez les adultes, alors même, enfin voilà, donc il faut que ça soit rapide, et ça c'est la colonialité, c'est-à-dire comment on va dominer. La colonialité a besoin de critères assez rapides pour qu'on puisse envoyer les gens où on veut pour les besoins dont on a. Et que tout ça, c'est lié à une société aussi capitaliste, c'est-à-dire que toute la race en soi, on pourrait finalement s'en ficher un peu, si je peux me permettre, dans la mesure où si toutes les races étaient égales et toutes, enfin créées artificiellement, on est d'accord et tout, mais finalement on avait tous accès à l'emploi, à des conditions de vie décentes, à tout, enfin à notre bien-être. Eh bien, on serait, finalement, qu'on nous appelle la couleur qu'on veut, si on a accès. Le problème ou la question, c'est que cette colonialité va de pair avec une organisation mondiale de la distribution des richesses, de la distribution et surtout de l'inégalité d'accès aux droits. Et aux droits fondamentaux, à commencer par celui de vivre, tout simplement d'avoir le droit de vivre. Alors donc bon, rapidement, voilà, bon, peut-être que je vais passer rapidement, enfin... Les études décoloniales, en fait, posent la question de la modernité très rapidement. C'est-à-dire, la modernité, c'est la face visible et belle de ce qu'on nous vend depuis 1492. C'est-à-dire que tout ce qui est moderne est bien. Et d'ailleurs, ça reste encore dans nos représentations de la modernité. Ah, c'est moderne, c'est nouveau, c'est le progrès. Eh bien, cette modernité, disent les études décoloniales, commence en 1492, en fait, à ce moment-là, quand les Européens arrivent, les Ibériques en particulier, à dire notre Dieu est meilleur que le vôtre, nous, notre culture, notre civilisation est meilleure, etc. Mais que tout ça, c'est toujours de l'autre côté avec la colonialité dans un monde capitaliste. Voilà, et à distinguer colonialisme et colonialité, et je distingue, et donc voilà, colonialisme et colonialité, parce que la colonialité, ce sont des formes de domination qui débordent la période coloniale elle-même. C'est pour ça que je parle aujourd'hui encore de colonialité. Je pense que le fait de réfléchir autour de ces violences de la domination adulte sur les enfants et aussi penser, c'est pour ça la colonialité, c'est-à-dire comment ces formes-là, et je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Alors bon, référence indispensable bien sûr, Frantz Fanon, de nous dire qu'en fait, tout vient de l'idée qu'on n'est pas tous pareils et qu'il y a un espace, et ça aussi une rupture que je voudrais qu'on pense, c'est-à-dire que quand on va penser la domination adulte sur les enfants, il faudrait aussi qu'on pense qu'on est dans des zones différentes. Et donc, Fanon parle d'une zone de l'être et d'une zone du non-être, et pour les enfants, ça sera pareil, que ça aussi, il faut l'intégrer. Je veux dire, c'est-à-dire que là, on pense des enfants en général, et c'est ce qu'on disait avant dans le féminisme, les femmes en général. Et puis aujourd'hui, on se dit, mais toutes les femmes, on n'est pas toutes des femmes, enfin, considérées comme telles. Suis-je une femme, disait Bellux, ou voilà, en reprenant, si vous en avez eu au 19e siècle. Bon, pareil, on peut dire, est-ce que tous les enfants sont considérés comme des enfants tout court déjà, même si les enfants sont dominés, est-ce que tous les enfants, parce qu'il y a des enfants qui se trouvent simplement dans la zone du non-être, donc ils sont de moins de rien. Voilà.
Les sociétés coloniales vont créer donc une zone de l'être, c'est-à-dire des personnes qui sont considérées comme des humains, et les enfants blancs, européens et leurs descendants, enfin occidentaux aujourd'hui, vont quand même être dans la zone de l'être, c'est-à-dire au moins considérés comme des êtres humains, et justement ce qui permet qu'on puisse parler de protection maternelle infantile, par exemple des PMI, etc. Parce qu'ils ont déjà au moins ce droit-là, alors que les enfants qui se trouvent dans la zone du non-être, eux, on les massacre, on les viole, on les exploite. Tranquillement, justement, parce qu'ils sont dans la zone du non-être. Donc ça aussi, intégré, comme on avait pensé dans le féminisme et les questions de genre que, justement, toutes les femmes ne vivent pas l'oppression de la même manière, tous les enfants ne vivent pas non plus l'oppression de la même manière. Et ça, aussi, l'intégrer peut-être, rapidement, c'était ça mon schéma, de comment on va classifier depuis l'époque coloniale, et n'est pas sorti tellement non plus de ces classifications. Donc dans la zone de l'être, ça veut dire aussi que dans la zone de l'être, on n'est pas tous et toutes classées de la même manière. Enfin, ça ne veut pas dire non plus que les blancs, ils sont tous égaux, et parce qu'on va toujours nous sortir, oui, mais il y a des blancs plus opprimés. Oui, il y a tout est classement dans la colonialité. C'est ça aussi la spécificité de la colonialité, c'est qu'elle classe et elle hiérarchise. Elle hiérarchise toujours. Ces hiérarchisations peuvent varier. Ça, c'est des hiérarchisations coloniales. Et les créoles, je vous mets les créoles par exemple, qui étaient les descendants de blancs en Amérique, dans les Amériques hispaniques. Ils n'existent plus, et donc on va les associer plutôt aux blancs. Et puis les métis, on va créer aussi des différences selon plus clair, moins clair. Au Brésil, il y a, je ne sais pas, 10 formes différentes d'appeler les métis. Ensuite, mais globalement, alors ce qui m'intéresse aussi, c'est que plus on est en haut de la pyramide, pour nous, on est plus dans l'espace de l'humanité parfaite. C'est la domination absolue, c'est-à-dire aussi, on a des groupes, même chez les enfants, qui seront plus à même, enfin ceux qui vont aller, je sais pas, Henri IV, faire les grandes écoles, etc., qui sont d'ailleurs en genre des garçons, enfin déterminés comme tels en tout cas, et puis plus proche. Quand on descend, c'est ça aussi. C'est-à-dire, comme pour les femmes, plus proche de la sauvagerie. Quand on dit primitivisme, sauvagerie, barbarie, c'est l'animalité. Et donc, on se rapproche aussi, ces enfants sont considérés aussi comme beaucoup plus sauvages. Et des enfants qui sont considérés comme plus évolués, entre guillemets. Voilà, pour penser cette question. Donc, on aura des enfants de la zone de l'être et les enfants de la zone du non-être qui, donc, du coup, mais on ne pense même pas. Enfin, c'est-à-dire, si je suis d'accord, enfin, on a beaucoup de choses à penser autour de l'enfance, mais il y a des enfants qui juste ne signifient rien du tout, parce qu'en bas de l'échelle de toutes ces échelles, on aura toujours les enfants. C'est vrai que chez les Européens, on a les enfants. Et bien, chez les autochtones, les enfants autochtones sont, voilà, c'est pour ça, les pensionnats québécois, au Canada, je veux dire, on prenait les enfants de la Creuse. On a des exemples d'enfants autochtones et considérés comme juste des objets, enfin voilà, ou des animaux. Et voilà, à penser aussi. Alors l'éducation. Donc je distingue éducation, parce que tous les peuples éduquent, élèvent. Moi je pense que peut le dire éducation. Enfin, pourquoi le réserver à l'Occident ? Si vous voulez, on peut dire. Mais que l'école est un espace de surveillance et de punition et d'épistémicide. Et ça a été historiquement partout. Enfin, l'épistémicide, c'est-à-dire les Canadiens disent, les Québécois, génocide culturel. Je pense que c'est c'est peut-être plus parlant même que épistémicide. Je ne vais pas dans les termes un petit peu jargonnants, mais c'est comme ça qu'on le dit dans les études décoloniales. C'est-à-dire que, et ça, c'est plutôt pour les peuples non occidentaux. Enfin, je veux dire, encore plus que pour nous. C'est ça que voilà, mon intervention est un petit peu pour élargir un peu notre champ de pensée, parce que je crois qu'il n'est pas possible, comme pour le féminisme, qu'on pense uniquement notre position, qui est une position située, ok, très bien, enfin, je veux dire, mais sachant aussi que notre position, et là, je parle parce que je suis professeure des universités, parce que je vis en France, donc je m'inclus aussi en disant de cette position de pouvoir. Et dans cette position de pouvoir, je protégerai effectivement mes enfants, mais il faut que il faut penser plus globalement, parce que si on ne déconstruit pas les dominations globalement, je veux dire, c'est toute la question. C'est-à-dire, j'arriverai peut-être, oui, empouvoirer les enfants, mais voilà, quels enfants ? Si c'est pour reproduire aussi, comme le féminisme, un groupe
enfant parmi d'autres. Enfin, je sais pas. En tout cas, je vous le pose comme ça. Pour moi, en tout cas, c'est pas ma ligne. Et donc, pensons que l'épistémicide, la surveillance, la punition, l'extermination, le génocide a concerné ces enfants qu'on a vraiment dépossédés de tout depuis l'époque coloniale. C'était l'évangélisation à l'époque coloniale, mais ça, ce sont des photos 19e au Brésil, début du XXe siècle en Amazonie péruvienne, et au Canada, 20e siècle, enfin vers le milieu du XXe siècle. Donc on est vraiment, les écoles ont servi d'espace. Donc c'est vrai que pour nous, alors depuis la perspective décoloniale, enfin l'école occidentale, enfin c'est vraiment, bon, on l'a vu bien sûr, les Bretons, Corse, etc. vont nous dire oui bien sûr, effectivement, mais alors pour nous, alors là véritablement plus de langue, plus de culture, honte de soi, vraiment, anéantissement de la dignité même d'exister. C'est-à-dire c'est ça, et d'être dans la zone du non-être, de passer vraiment à être considérés comme des moins que rien, vraiment. Donc l'école n'est jamais... et ça aussi, penser que aujourd'hui, ces enfants, il faut qu'ils aillent à l'école, plus que les autres, parce que c'est pour ça que la loi de scolarisation à partir de 3 ans, l'obligation, c'est parce que beaucoup de familles non blanches, racisées, gardaient leurs enfants aussi parce que ces mamans ne travaillent pas, parce que ces mamans, il fallait les envoyer parce que sinon, c'est des espaces de résistance. Ces familles aussi, elles peuvent être des espaces de violence, mais aussi des espaces de résistance. Alors donc, et d'où vient ça? Et je pense que aussi, ça me semble intéressant, parce que nous avons parlé, ce que j'entends depuis le début de la matinée, c'est que on pense toujours l'enfant comme personne, disait l'enfant est une personne, disait Dolto, et on est dans des sociétés très individualistes où on individualise énormément, et je pense en perspective décoloniale que l'individuation est l'origine aussi, et la colonialité. C'est-à-dire que à partir du moment où on défait les liens communautaires, on vulnérabilise les enfants. Je m'explique, c'est-à-dire que je ne suis pas en train d'idéaliser qu'il y a des peuples non violents, mais il y a des peuples qui ne sont pas coloniaux, peu importe. Et je ne suis pas certaine, en tout cas j'arrive à un moment que, et peut-être je vais choquer en disant ça, mais les violences est constitutive de l'être humain, et par moment, si je pense justement en perspective coloniale, mais les mouvements de libération, c'était des mouvements violents, et c'était légitime qu'on emploie la violence pour résister. Donc, est-ce que, comme personne, maintenant je le dis à titre individuel et comme chercheuse aussi, de m'interroger, est-ce que la violence, et je suis maman aussi, est-ce que la violence, c'est une émotion aussi humaine. Alors la question, c'est de ne pas l'infliger en termes de domination, mais la violence existe, et est-ce que notre but, c'est aussi de se dire, on va plus du tout, on va écarter cette émotion qui est une émotion humaine. C'est comme ça que je le vois, et de me dire, donc, est-ce que cette émotion-là, comme d'autres émotions, et je ne vais pas être triste toute la vie, et la tristesse est une émotion, et je ne veux pas non plus être triste tout le temps, mais pourtant, il y a des moments où je suis triste. Bon, la question de la violence, pour des raisons diverses et variées, elle peut exister. Et ça, à penser, la question de l'individu, est-ce que ça vient pas aussi, et cette convention, moi aussi je la vois comme l'exemple de l'individuation, et l'individuation des personnes, et notamment des toutes jeunes personnes, c'est aussi la meilleure façon de la vulnérabiliser, c'est-à-dire qu'à partir on la sort comme un être tout à fait indépendant, à mon avis je pourrais développer, mais comme il n'y a pas le temps, non, mais le droit d'avoir un nom, mais en quoi, plus droit que les peuples autochtones, en tout cas, ne se reconnaissent pas dans ça, parce que le nom, l'âge, les choses qui sont les paramètres aujourd'hui pour nous dans centaines de peuples autochtones, ça n'existe pas. Le droit de l'école, quelle école occidentale? Nous, non. Et je voulais finir peut-être juste, je vous mets la slide autour de comment, en plus, cette colonialité en contexte français, contexte français, je veux dire, la colonialité aussi, ça nous concerne parce que ces enfants vivent dans notre pays.
eh bien, ces politiques migratoires, elles sont juste là pour déstructurer les liens communautaires anciens et pour défendre tout. Je veux dire, même la question et de perspective critique, hein, c'est-à-dire que, par exemple, les enfants servent aujourd'hui clairement pour des milliers de personnes qui arrivent sur les territoires européens, parce que c'est une façon d'avoir les papiers. Pour les mères, c'est une façon d'avoir de la protection. Et je ne juge pas, juste ça se passe comme ça. Et ça, c'est la colonialité, encore une fois. Pour les hommes, à justifier la non-expulsion du territoire au bout de 3 ans, c'est pour ça qu'il y a tellement de lois qui sont en train de se créer. Et pour les mineurs aussi, de jouer sur la question de la minorité pour avoir des papiers. Enfin, ça, c'est aussi de la colonialité. Et ça, c'est de la violence étatique. Ça, c'est de la violence des États. Ça, c'est pas une question de parents ou de domination adulte. Voilà, je m'arrête là. Merci.